Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Salut Marine. C'est en train de se connecter. Ça a été ta semaine, Marine? Ouais, ça va. Ma fille, elle m'a fait des belles colères, hein. Je sais pas si Ok, c'était l'effet attendu, mais elle s'affirme bien là cette semaine. d'accord. Tu veux dire qu'elle n'était pas dans cette démarche-là avant la réunion de la semaine dernière? Je dirais que là, ça fait 3 4 jours que c'est assez intense où elle explose vite. Il y a- Ok, En fait, tout va bien et volcan et ça retombe tout de suite et ça repart. Et voilà. ok. Je me suis dit, bon, peut-être, ça peut être une réaction. Et puis après, elle arrive, elle fait, oh, ma petite maman chérie d'amour. Alors, elle évacue probablement quelque chose, oui. Il doit y avoir quelque chose. Mais c'est intense, ouais, cette semaine-là. Je dirais surtout depuis le début de semaine, là, tu vois, depuis, je sais plus quand j'ai remarqué ça, lundi ou mardi, ouais, c'était bien fort. Ok. Bon, bah, faut accueillir en sachant qu'elle est en train d'évacuer des choses. Ouais. Et sinon, non, moi, j'étais bien fatiguée quand même, hein, mais ça va. Ok. Je me suis pas replongée dedans tout de suite, par contre. Je Bah, laisse. de toute façon, le travail sur l'arbre, c'est toujours un travail qui est assez en diffusé. C'est-à-dire que tu peux avoir un premier effet qui se coule, et puis après, sur des semaines, des mois encore, il y a des choses qui bougent. Donc, Ouais. Bah, puis c'est drôle parce que j'ai vraiment été voir un autre spectacle dimanche que j'avais pris en septembre avec ma mère et ma sœur, ce qui nous a permis après de nous faire un resto et de reparler alors qu'on fait jamais ça toutes les trois. ok, Enfin, souvent, soit il y a mon autre sœur qui est là ou il y a toute la famille, mais ce comité-là à trois, c'est vrai qu'on n'avait pas fait. Et ça a permis de ressortir d'autres petites histoires. Enfin, c'est rigolo, quoi. super. C'est comme ça que les langues se délient et que tu vas attraper toutes les petites pièces pour faire ton puzzle et le compléter. Mm. C'est top, c'est top, c'est top. Bonsoir ceux qui sont arrivés entre-temps. On a qui Francine, Bonsoir. Nicolas, on a Catherine, bonsoir. Salut Marion, salut Nathalie. On va se mettre en galerie comme ça, j'ai tout le monde. Bien, et pour vous, comment ça a été cette semaine? Est-ce que vous avez appris plein de choses sur vos affinités, vos prénoms? Est-ce que vous avez eu le temps de vous pencher un petit peu sur le TP de la semaine? Non. Colère. Voilà. Ok, Alors, il est, oui, il oui, est temps oui, que les vacances arrivent. moi, je me suis un peu penchée beaucoup dessus d'ailleurs. Ok, Alors, sur plusieurs choses. Alors, j'ai travaillé. J'ai passé beaucoup de temps avec ma maman qui a 90 ans et qui a toute sa tête et qui est une mémoire ambulante. Donc, dimanche, j'ai retravaillé beaucoup lundi soir. J'ai fait une méga insomnie dans la nuit de lundi à mardi. Ça a été une horreur. Merci Sandra. avec plaisir. Je n'y suis pour rien. Donc, bon, je ne sais pas trop si c'est dû à ça, mais c'est vrai que j'ai rarement eu une insomnie à cette heure-là et de ce type-là. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais Euh, parce que tu as ressorti des éléments particuliers au cours de ces discussions avec ta maman ou J'avais énormément de mal à faire mon arbre. Enfin, du côté de mon papa, j'ai pour moi pas beaucoup d'éléments, mais ma maman, j'en ai beaucoup, en sachant que ma maman avait quand même déjà commencé à faire des petits arbres, etc. Et je ne comprenais rien du côté de ma maman. Mais en fait, ça y est, c'est normal que je comprenne rien. Il ne s'appelle jamais le premier prénom de naissance. C'est-à-dire ils s'appellent tous par le deuxième prénom. Mais c'est une horreur. Donc, elle me parlait de la Oui. tante Bidule. Moi, je l'ai connue. Bah oui, mais au niveau de l'état civil, c'est pas du tout ça. Et ils sont tous comme ça dans la lignée un peu des hommes, mais surtout des femmes. Mais même les Ça, c'est hommes, un hein. élément très... Et ils se font appeler par leur second prénom ou par un prénom totalement différent ou par un Non, surnom? non, deuxième prénom.
même voire troisième. Parce que, par exemple, ma grand-mère maternelle, je l'ai toujours appelée ma mère Alice, et elle s'appelle Anne-Marie. Ok. Mais ils sont tous comme ça. Je remonte jusqu'en Ça révèle, 1890, ils sont tous comme ça. Il n'y a que mon mais ça grand-père c'est, qui a, ou c'était Paul, et c'est Paul. Mais c'est un des rares, hein, sur tout. Voilà. et donc en fait c'est intéressant parce que ça veut dire que là on a la mise en place d'un programme de survie qui est qu'il faut, comment dire, il faut pas révéler sa réelle identité. Donc il y a vraiment un conflit identitaire lourd dans cette branche familiale où en fait confondre, enfin cacher qui on est, ou en tout cas ne pas le révéler, est un principe pour la survie. Ouais, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des prénoms qui reviennent. Marie, par exemple, ça revient tout le temps. Tu vois, c'est comme si on voulait tous les appeler en usuel Marie. Hmm. J'en Comme parle s'ils pas sur la gardaient vidéo la de même Marie, parce que identité. Comme s'ils ils voulaient garder la même identité, justement, dans le avec le cas de mari. Marie, c'est assez fréquemment, quand tu as dans une fratrie plusieurs enfants qui s'appellent Marie ou qui ont le mari avant ou après leur prénom principal, tu verras que c'est régulièrement des familles qui sont assez croyantes et où inconsciemment, ce qu'on souhaite, c'est mettre les enfants sous la protection de Marie. Ah, quand je remonte très loin, on est du côté de maman, on est dans la souche Paradis. C'est-à-dire que le nom Ok. s'appelait Paradis. Mais donc, quand il y a ça dans une famille où on a beaucoup de Marie ou dérivés de Marie, en fait, ça montre quoi? Si on a besoin de placer ces enfants-là sous la protection d'une mère religieuse, spirituelle, ça veut dire que dans cet arbre, il y a une grande souffrance à un moment donné par l'absence d'une mère. Donc, soit une mère qui n'a pas élevé ses enfants, soit une femme morte en couche, tu vois, un problème de cet ordre-là, et où du coup, la mère physique n'est pas suffisante. Et donc, on remet ses enfants sous la protection d'une mère qui est supérieure, entre guillemets. Mm. Donc, c'est ça que ça cache, les maris, très régulièrement. Après, c'était le cirque parce qu'à un moment donné, j'étais sur la branche pareil, de maman qui s'appelait Idou, côté de ma grand-mère. Et elle me dit, il s'est marié avec Alice Idou. Alors, je lui dis, son nom de jeune fille, c'était quoi? Eh bien, Idou. Je dis, non, mais il s'est marié avec un Idou, donc son nom de jeune fille. Ah, bah si. Donc, en fait, Son c'était cousin. une. Alors, je lui dis, mais ils étaient donc cousins. Ah oui, oui, mais très loin. Et en fait, il y a eu deux cas où ils sont mariés entre eux. Donc, c'est pour ça que je ne comprenais rien non plus. Enfin, voilà, un prénom mélangé, Idou, qui était Idou. Enfin, donc, ça y est, j'y vois un peu plus clair, mais il m'a fallu quand même pas mal d'heures pour Ça met décortiquer. de l'ordre. C'est bien. Ah, oui. Ça Et m'est arrivé puis, avec la famille de la belle-mère de mon conjoint, où en fait, elle me dit, ah bah si tu as envie, parce que j'étais à fond dans les recherches, et elle me dit, bah si tu veux, fais un peu des recherches sur ma famille, elle me donne quelques éléments, et moi, je vais chercher dans les archives, je cherche, je cherche. Puis à un moment donné, je dis, mais là, c'est des cousins qui se sont mariés. Et donc, je lui envoie un message, je dis, mais au fait, tu savais, et c'était genre ses grands-parents, la génération de ses grands-parents. Elle me dit, oh, oui, oui. Et pour elle, c'était. Moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé la pépite, hein. J'avais remonté les archives, vérifié qu'ils habitaient au même endroit, blablabla. Et elle me dit, oui, oui, en fait, c'est bien ça. Ils étaient cousins mariés. Bon, donc voilà. Donc, ça choquait pas. non. Et là, j'ai bien vu, maman, ça ne la choquait pas du tout. Voilà. Et par contre, du côté de papa, et c'est rigolo parce que j'ai même pu discuter des cours avec maman. Tes cours, Super. tu vois, elle était ouverte à beaucoup de choses. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais tu as remarqué, en fait, mon grand-père et mon arrière-grand-père du côté de mon papa, même nom, même prénom, même mois de naissance, même mois de décès. Oh, ok. Donc, comme on Donc, avait des fait le doubles. cours, ça m'a Hmm. interpellée parce qu'on avait parlé et des prénoms et des dates.
bien sûr. D'ailleurs, Et concernant ces affinités sur date, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Parce que je sais que parfois, c'est un thème qui prête à confusion. Est-ce que cette partie-là, vous l'avez bien compris? Parce que c'est une partie essentielle pour l'analyse des arbres. alors moi, je l'ai compris, mais par contre, j'avais une question. On OK? est bien d'accord que par rapport, si tu retrouves une affinité à un moment donné, ça va être par là que tu vas aller rechercher la transmission? Ça veut dire En ça? priorité. En priorité, oui. D'accord. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de lien avec les autres membres de la famille, mais les gens avec qui tu as des affinités par date ou par prénom sont les premiers que tu vas aller investiguer. Parce qu'il y a un lien qui se manifeste, en fait. C'est comme si ça attirait ton attention, donc c'est là que tu vas aller chercher en priorité. Ça ne veut pas dire automatiquement que c'est la lignée que tu vas suivre pour trouver le problème? Pas pour trouver le Non, truc? Non, d'accord. non, non. Parce qu'en fait, en psychogénéalogie, il y a toujours un parallèle dans les lignées. C'est-à-dire que ce qui existe, la problématique que tu es venu résoudre dans ton arbre, existe du côté paternel et du côté maternel, mais généralement avec une génération d'écart. Donc, en général, il y a une lignée où tu vas l'avoir plus facilement parce que c'est une génération plus proche de la tienne, ou tout simplement parce que tu auras l'info. Mais cette problématique existe dans l'autre arbre, une génération avant ou une génération après, par rapport au premier arbre. Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire que même si, imaginons, vous avez toutes les infos du côté paternel, vous n'en avez aucune du côté maternel, c'est pas un souci. On peut travailler avec une moitié d'arbre parce que l'information est là. Parce que c'est parce qu'il existe cette même problématique côté paternel et maternel que ce couple va concevoir un enfant dans le but de résoudre ou de tenter de résoudre cette problématique. D'accord? C'est quelque chose qui s'observe fréquemment sur les arbres, donc c'est bon à savoir. De la même manière, quand vous avez des enfants qui sont adoptés, c'est-à-dire que quand un enfant intègre une famille, il a des problématiques en commun dans sa famille biologique et dans sa famille qui l'adopte. Donc même si on n'a aucune info sur sa famille d'origine à cet enfant, on va pouvoir travailler son histoire à partir de son arbre de sa famille d'adoption. Parce que c'est un principe d'affinité qui va faire que cet enfant intègre cette famille. Okay, l'information, elle existe sur différents plans. D'accord. Tu nous avais demandé aussi de travailler sur nos prénoms, de regarder l'origine. Oui. Ça m'a fait rire. Donc moi, Francine, c'est tout ce qui est homme libre. Ça veut dire origine, l'homme libre. Et oui, en ce moment, il me semble que la première fois, je t'avais parlé de liberté ou tu m'avais parlé d'être prisonnière. Donc, ça m'a fait vite tilter. J'ai trouvé ça rigolo. Donc, c'est un Et prénom à tonalité masculine. ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Après, j'ai retrouvé aussi la franchise, mais c'était vraiment l'origine, c'était l'homme libre. Voilà, c'était vraiment ça. Voilà, donc Parfait. intéressant. Et les autres, est-ce que vous avez découvert certaines choses ou pas? Moi, j'ai pas trop découvert, mais Nathalie, ça vient de natalité, choses comme ça. Mais je vois pas par rapport à quoi, d'où ça vient, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autres maris, il n'y a pas d'autres choses comme ça dans Alors, c'est pas les forcément d'où ça vient, c'est ce que ça impacte dans ton histoire. À quel moment est-ce que la résonance de ce prénom coïncide avec ton histoire à toi? Bah, je sais pas, justement. T'as pas eu de problème de natalité? Moi, oui. Ah oui, moi, mais mes parents. Ah oui. Ah Ah oui, ouais, mais c'est toi qui portes le nom. C'est eux qui d'accord. te le transmettent, mais c'est toi Ouais, qui vas manifester l'énergie du prénom. d'accord. Donc, bien sûr que Nathalie, tu observes déjà d'emblée tout ce qui est autour
de la procréation, de l'enfantement, etc. Bien sûr, c'est une des premières choses que tu regardes. Et- mais par rapport aux générations d'avant, pourquoi ils m'auraient donné ce prénom-là? Alors, le pourquoi est-on donné, ça c'est une très bonne question. Ça, c'est la question à poser à vos parents, c'est pourquoi ils ont choisi ce prénom. Est-ce que c'est parce qu'ils connaissaient quelqu'un de Nathalie et ils ont aimé ce prénom et te l'ont transmis? Est-ce que c'était la Sainte Nathalie? Ça, c'est la question qui va te donner, enfin, la réponse à cette question va te donner beaucoup plus d'informations sur la charge inconsciente de ton prénom. Ouais, mais là, c'était la génération où on était 10 par classe, ça s'appelait Nathalie, hein. Tu Et vois? alors? Bah, peut-être qu'il y avait Et il une y Nathalie avait célèbre à ce l'histoire, mais moment-là. oui, mais c'est l'histoire avec Beko. C'est la même époque. C'est quoi l'histoire Ouais. de Beko? Bah, tu sais, la chanson Nathalie, là, de Beko. Non, je sais pas. Tu la connais pas? Bah, c'est une vieille chanson, mais qui a fait un succès. Voilà, Nathalie, machin, elle venait de Russie, je sais pas quoi. Tu la connais pas? Ok. Nathalie. Non, j'irai Non. regarder. Ah bah, les Parce années. que même ça, c'est-à-dire que quand tu as un événement voilà, artistique qui marque une génération et que du Hmm. coup les parents vont donner ce prénom, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'en fait, la résonance de cette histoire, enfin, il y a une résonance avec cette histoire et cette génération-là. Mhm. Donc en gros, c'est une génération qui vient travailler sur des problématiques autour de la natalité. Soit par un excès de natalité, soit par... Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les générations de nos grands-mères, assez fréquemment, enfin, selon les milieux socio-culturels et les pays, mais ont assez fréquemment souffert d'un excès d'enfants. Ouais, bah alors nous, c'est plutôt le contraire chez nous. Parce que, par exemple, là, tu vois, mon père, ils étaient 4 garçons. Il n'y a que mon père qui a eu 2 enfants. Les 3 autres, ils n'ont pas eu d'enfants. Tu vois? Et le côté de ma mère, c'est pareil. J'ai aucun cousin, cousine. Tu vois? Ok, donc ça peut être la génération de la grand-mère, comment elle a vécu d'avoir ses 4 enfants. Et dans la mesure où ce sont des garçons qui n'ont pas d'enfants, dans ce cas-là, c'est des arrêts de lignée, il faut aller vérifier quels ont été les comportements sexuels inadaptés des hommes. Parce que l'arrêt de lignée, tu vois, quand un nom s'arrête, quelque part, c'est comme si il y avait une branche de l'arbre qui devait cesser de proliférer. Bon, alors, la réputation de mon grand-père, on disait toujours enfin, vaguement entendu, qu'il avait sûrement des copines ailleurs. Voilà. C'est ce qui était dit. Voilà. Et le Donc, dernier frère, ouais, j'ai toujours entendu dire que, enfin, en rigolant, bien sûr, que c'était le facteur. Tu sais, comme on disait des fois, voilà. Donc, comme quoi, c'était pas d'accord. les 3 garçons se ressemblaient, voilà, et le quatrième ressemble pas du tout aux autres. Et donc, le fils du facteur, c'est celui qui a eu les enfants? Non, non, c'est non, c'est Ok, non, non, il n'y a pas eu d'enfant. d'accord. Parce que ça, c'est intéressant de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que si tu as... il faut que ça se répète en général sur au moins 2 générations. Ou alors, il y en a un qui a généré beaucoup de chaos. Mais quand il y a un homme, par exemple, qui va avoir plusieurs femmes, plusieurs foyers et qu'il ne reconnaît pas certains de ses enfants, qu'il ne les assume pas, ça génère en fait un déséquilibre dans cet arbre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, on dit, enfin, le système qui cherche à équilibrer ces familles, c'est on arrête parce que lui, il n'est pas capable d'assumer ce qu'il génère. Et ça génère beaucoup trop de souffrance d'enfants qui ne sont pas reconnus, etc. Donc, dans la descendance, soit tu as des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, soit des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais ça génère des arrêts de lignée. Quand c'est la Ok, mais problématique féminine, c'est un peu différent, parce que la femme ne transmet pas le nom hmm. culturellement, même si maintenant ça se fait un petit peu plus, mais dans l'histoire, la responsabilité du père quand il y a des enfants, c'est de transmettre le nom, de protéger et d'assumer Bah, financièrement, de faire en sorte que l'enfant mange. mon grand-père paternel, il est né de père inconnu. Ok. Donc sa mère l'a élevé. Alors, il paraît qu'il y avait une sœur aussi, mais moi je sais pas qui c'est la sœur.
Mais donc, lui, il a père inconnu, quoi. Ok. Élevé que Donc, il par a sa été mère. élevé uniquement par des femmes. Par sa mère. Je Parfait. voudrais juste te répondre un petit peu à Nathalie, Ouais. parce qu'en fait, tu as dit, Nathalie, que c'était l'époque Nathalie, etc. Ok. Mhm. Mais tes parents, ils ont fait un choix quand même de t'appeler Nathalie. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce que moi, j'ai demandé à maman, enfin, ça je le savais déjà, mais je lui ai redemandé, il devait m'appeler Florence. Et en fait, elle a discuté avec la sage-femme qui lui a dit, oh, il y en a plein, des Florence. Et du coup, elle aurait pu rester comme toi sur une décision de, il y en a plein, mais je l'appelle comme ça. Et du coup, elle a changé de prénom. Donc en fait, il y a quand même une décision là de dire, on garde ou on garde pas. Mhm. C'est pas automatique. Enfin, si je peux me permettre. Oui, oui, oui. Pas de souci. Et ça va même. Si on prend l'exemple des prénoms, par exemple, moi, ma mère avait en tête depuis très longtemps, bien avant d'être enceinte, qu'elle voulait une fille qui s'appelait Sandra Christina. Et donc, mon père n'a pas eu son mot à dire, quoi. J'allais m'appeler comme ça. Et au moment de m'enregistrer, donc c'est mon père qui a été faire les papiers. Il a dit non, des Christina, c'était super la mode ici au Portugal. J'ai déjà deux cousines qui s'appellent Christina. Il dit non, ça suffit, on va lui mettre juste Sandra, ça suffira. Et donc, du coup, sans rien dire à ma mère, il m'en a mis juste un. Et il a fait exactement l'inverse pour mon frère. Mon frère devait s'appeler juste Amadeo. Et le jour où il a été l'enregistrer, il lui a rajouté son prénom à lui. Donc voilà, comme ça, il s'appelle Amadeo José. Sinon, il aurait eu le prénom que du grand-père. Donc, il lui a mis le nom du grand-père et du père. Donc, c'est intéressant de voir comme tu dis, ces petites anecdotes où il y a le plan. Est-ce que le plan va être changé? Est-ce que le plan va être suivi? Sous l'influence de qui? Et demander qui choisit les prénoms, parce que parfois, c'est assez surprenant. Parfois, c'est juste la tradition. Par exemple, au Portugal, la tradition, c'était que les enfants portent les prénoms des parrains marraines. Mais parfois, ils n'ont pas suivi ça. Mais la tradition, c'était ça. Donc, allez chercher ces histoires-là, vous verrez, il y a Bah, des trucs sympas à je vois découvrir. mon fils, donc il s'appelle Joris. J'avais choisi ce prénom-là avant de connaître mon conjoint. C'était un petit garçon que j'avais eu en kiné voilà, dès le début, enfin très rapidement quand j'ai commencé à travailler. Et je me suis toujours dit, ah, j'aime bien ce prénom, j'appellerai mon fils comme ça. Et quand j'ai rencontré mon ami, j'ai dit directement, bah, j'aime bien Joris, machin. Et en fin de compte, bah, ce qu'on a vu, c'est que son grand-père s'appelle presque pareil, puisque c'est Yoraï, vous voyez, qui est qui est en russe, quoi. Ouais. Donc, et ça, moi, je l'ai prévu, j'avais 20 ans, quoi. Voilà. C'est des affinités. C'est pas venu par hasard, quoi. Voilà. Christelle, tu voulais intervenir? Bonjour déjà. Salut? Vous m'entendez? Ouais, là on t'entend. Tu t'es un peu rapproché, c'est mieux. En fait, moi j'ai une question parce que du coup je m'appelle Christelle, mais mes parents quand je suis née, ils ont oublié de préciser qu'ils voulaient que ça s'écrive E2LE. Et donc Ok. tous mes papiers officiels c'est écrit EL. Mais moi, en fait, on me l'a toujours fait écrire Christelle E2LE. Et puis c'est que quand j'ai eu en gros mon certificat d'école obligatoire, je me suis rendu compte que officiellement c'était EL. Et mon premier papier officiel où j'ai mon nom comme je l'écris, c'est mon diplôme de physiothérapeute, en fait. Ok. Et du coup, la question, c'est quoi? Et du coup, ah mince. Attends, excuse, j'avais plus le son. Redis, tu disais. Ah, je te disais, et du coup, quelle est ta question? Et ma question, en fait, c'est qu'est-ce que ça peut impliquer en termes identitaires? Du coup, ça m'interpelle. Juste là, maintenant, je me pose la question. Euh, Est-ce que Christelle, EL, ça peut être le prénom masculin? Est-ce que, je sais pas trop si ça existe, Christelle, pour un garçon dans une autre langue. Je crois pas, non. Non? Il me semble pas. Non, pas que je sache, en tout cas. Non. Ah, je crois que ta maman veut dire un truc. On va voir. Ah, attention. Faut que tu allumes le... Voilà, le micro, parfait. C'est intéressant parce qu'en fait, le papa de Christelle
aurait aimé un garçon, idéalement, parce qu'il y aurait eu plus une correspondance qu'une fille. Donc, c'est assez joli comme réflexion à avoir. Oui, parce que par exemple, si je pense à Axel, qui est un prénom mixte, ce qui fait la différence, c'est le EL ou 2LE. Et donc, c'est pour ça. Mais je ne serais pas étonnée qu'avec une sonorité, une transformation un peu allemande ou quoi, que Christelle puisse exister pour un homme. Tu vois, en fait, c'est une variante de Christophe, Christine, Ouais. Christiane, enfin, tu vois, c'est. Et donc, il se pourrait que ce soit justement une problématique inconsciente de genre, et ta maman vient de nous le confirmer. Alors, j'ai juste une information sur Internet qui dit que bien que Christelle, avec un L, soit un prénom féminin, il a été donné à 463 garçons depuis 1900. Voilà. Donc, c'est 21, les 21 536 naissances qui ont eu lieu de 1900 à aujourd'hui. Et alors, c'est donné plutôt dans quel pays? Est-ce que tu as l'info? Là, il n'y a pas d'information là-dessus. L'origine du prénom. Donc ça. Christelle masculin. Alors, son origine et sa signification. Christelle, tu savais qu'il y avait une préférence masculine pour ton papa ou pas? Non, en tout cas, ça n'était pas resté dans ma mémoire si c'était une fois arrivé. Mais Il me semble que je t'avais déjà posé la question quelques fois, non? Ouais, et en fait, ça me percute là maintenant. Mais connaissant mon papa, ça m'étonne pas trop. Mais ce qui est interpellant, c'est que moi, j'ai toujours préféré évoluer plutôt dans des groupes masculins que féminins. J'aime pas tellement les groupes que féminins. Et j'ai plutôt été fière de pouvoir faire de la montagne comme des hommes, ou être capable de changer mes roues, enfin faire des trucs que font les hommes, en fait. J'ai jamais été une petite fille, petite robe, tout le reste, quoi. Moi, je voulais mettre des pantalons parce que je voulais grimper aux arbres, enfin. Et je préfère, de manière générale, une ambiance, même si ça peut être un peu rustre, plutôt masculine, que des nanas où ça fait que de piailler. J'aime pas trop ça. Donc, Alors, ça bienvenue ici. reste long. Non, mais alors, du coup, non, mais je suis très heureuse quand même. Mais... Heureusement que tu nous as ramené un homme, hein. Sinon- Oui, c'est ça. Non, mais tout se passe bien pour moi, là, dans le groupe, il n'y a pas de souci. Ça, Christelle, tu as 2 filles. En plus, j'ai 2 filles, ouais. En plus, j'ai 2 filles. Ouais. Et alors, juste une question qui me fait rebondir, comme cet après-midi, j'étais en train de travailler sur ton arbre. À partir de quel âge, tu nous as dit que tu voulais qu'on travaille sur ta difficulté à t'exprimer en public. À partir de quel âge est-ce que tu ressens ça? Ce côté, tu rougis, tu n'étais pas très à l'aise. Euh, alors, ça a toujours été compliqué pour moi de faire des exposés à l'école, enfin, tout ça. J'étais relativement timide, donc j'allais pas du tout vers les gens. Mais ça m'a posé problème plutôt vraiment à l'adolescence, donc vers ouais, 12, 13, 14 ans. Là, ça a commencé. Et c'est aussi Qu'est-ce parce qui se que passe à là, cet âge-là, au ouais, niveau biologique? niveau biologique, Hmm. euh, ouais, Tu rentres dans la puberté, oui. donc Mhm. ça commence à se voir de manière, enfin, il n'y a plus aucun doute que tu es une femme, enfin, une jeune Ah oui. fille qui devient femme. Et donc, du coup, ça peut être en lien avec ça, cette difficulté de montrer et d'assumer ton sexe. Ok. C'est une piste, Ouais. parce que l'info vient de là et l'info est tombée là maintenant. Mhm. Ouais, C'est un élément à prendre en considération parce que, si tu veux, chez les enfants jusqu'à la puberté, euh, ils sont pas sexués. Enfin, on peut facilement confondre un petit garçon et une petite fille, etc. Et à partir du moment où les jeunes rentrent dans la puberté, c'est là où clairement les deux groupes se font. Donc c'est là où, même si tu évolues dans des groupes de garçons, on voit de plus en plus que tu es une fille. Mhm. Plus difficile de se fondre dans la masse. Après, j'ai pas spécialement évolué dans des groupes de garçons, mais c'est comme si j'aurais voulu pouvoir évoluer dans des groupes de garçons.
en fait. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Être reconnu ou être, je sais pas, être protégé. Il y a un côté, je sais pas trop comment expliquer. Qu'est-ce qui m'en a empêché? Je sais pas. J'étais timide, et puis quand t'es une fille timide, tu t'imposes pas, tu es pas tellement dans les groupes de garçons, tu vois. C'est une conséquence. Il est probable que dans ta construction, être une fille était plus dangereux, entre guillemets, ou plus difficile qu'être un garçon. Ouais, j'ai un peu cette notion parce que, en fait, moi, j'aurais toujours voulu avoir un grand frère qui m'aurait protégée. D'accord. Et j'ai pas de frère à ça. Et donc, j'ai cette notion que j'ai dû manquer de protection, en fait. Et maintenant, je trouve que parfois, oui, Attends, juste une petite pause. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque? J'ai manqué de la protection d'un grand frère que je n'ai pas eu. Moi, juste, ça m'interpelle et je me dis, elle pourrait dire un frère. Pourquoi elle dit un grand frère? Parce que c'est celui qui protège, il faut qu'il soit plus grand pour protéger. Oui. Et du coup, Mais est-ce que juste une c'est le rôle question, Christelle, du ton frère? conjoint, il est grand? Il est grand? Ton conjoint, il protège ou pas? Est-ce que tu aimes bien les grands hommes? ouais, alors, je préfère être avec un homme qui est plus grand que moi. Oui. Ok, merci. Mais est-ce que c'est la place du frère de protéger la sœur? Non, c'est la place du père. Oui, très bien. Donc ça nous montre une carence dans ton ressenti de protection vis-à-vis du père, qu'on cherche à substituer par un grand frère. Mhm. Et moi, j'ai D'accord. réalisé, enfin, je réalise bien que mon papa, c'était compliqué pour lui. Alors, voilà, il n'était pas du tout prêt à avoir un enfant, il était trop jeune. Enfin, bref, il a très bien assumé. Au niveau financier, il a fait en sorte qu'on soit en sécurité, qu'on manque de rien. Mais je pense au niveau affectif et au niveau, je- réellement, j'ai pas eu l'impression qu'il m'a protégée de l'extérieur, des dangers, Et donc, enfin, ouais. et donc, c'est pour ça que tu imagines un autre protecteur, que tu idéalises Mhm. dans ton cerveau d'enfant, un super-héros qui aurait été ton grand frère. Mais en fait, ça nous parle simplement de ce que tu aurais voulu recevoir de la part de ton père. Mais comme tu veux pas lui en vouloir parce que tu comprends qu'il n'était pas prêt, etc., tu lui trouves plein de raisons, parce que ça reste papa et que papa, c'est mon super-héros, et ben en fait, tu transposes ça sur quelqu'un d'autre. Mhm. Tu comprends? Comme si, au fond de toi, il y a un truc qui voudrait pas jeter la pierre à ton père. Alors, je pense maintenant, je me rends bien compte de ça, en fait. Je réalise tout le processus, mais enfin, voilà, à ce moment-là, et quand j'étais enfant et jeune, eh ben, c'est un grand frère que je voulais. Parce que je réalisais pas ça. Ouais. Mais il est possible qu'au niveau transg, on retrouve le manque d'un grand frère. Quelqu'un qui perd un grand frère sur une guerre ou un accident ou quelque chose comme ça. Ok, ouais. J'ai pas de notion À comme ça, regarder. mais je reviendrai. On pourra regarder. J'ai une petite info par rapport au nom Christelle masculin. Ça vous dit que je vous le lise? Vas-y. Alors, personnalité du prénom Christelle masculin. Ce sont des battants de nature enthousiasme, ambitieux. Ils aiment commander. Curieux, ils s'intéressent à tout ce qui se passe dans le monde. Sensibles, susceptibles, ils manquent parfois de sang-froid. Dynamiques, un peu touche-à-tout, ils ne tiennent pas en place. De tempérament joueur, ils sont prêts à relever tous les défis. Provenance du prénom, variante de Christian, vient du latin Christianus, signifie disciple du Christ, se fête le 12 novembre. C'est Et quand puis ton anniversaire, Christelle? Ah ouais, mais parce que moi, j'avais la notion que la Sainte Christelle, c'était par rapport à Christine, et c'était le 24 juillet. Et là, ils mettent quoi? Christianus le 12 novembre. Christian. Christelle, non, Christelle au masculin, hein, variante de Christian. Et donc, Et donc, juste pour ceux qui n'ont pas l'info, Christelle est du 11 novembre. C'est pour ça que je rigole. Parce que ça voudrait dire que la fête de son prénom au masculin serait le 12. C'est génial. Donc, on peut avoir des petits troubles identitaires à cause de ça quand même, ou bien. Bien sûr.
Ah ouais. Il y a autre chose intéressante, excusez-moi. L'histoire du prénom Christelle. En Pologne, Christian est le cuisinier d'une petite communauté de moines venus pour évangéliser le pays. Dans la nuit du 11 novembre 1033, ils sont tous les cinq égorgés par des brigands qui cherchent un trésor. Surnommés les cinq frères, ils sont vénérés dans toute la Pologne et deviennent les protecteurs de ce pays. Bingo. C'est exactement ça le travail que je vous suggère de faire sur votre nom. Parce que l'histoire que Catherine vient de raconter nous explique le pourquoi il faut de la protection, le pourquoi Christelle évolue avec des garçons, enfin évolue avec des garçons, et l'influence inconsciente masculine qu'il y a dans son prénom. Et je vous assure, c'est un super boulot à faire parce que vous allez retrouver plein d'histoires comme ça en vous disant, mais c'est juste incroyable. En plus, Christelle, tu as quelqu'un qui le fait pour toi, tu as vraiment de la veine. La classe. Merci. Des frissons, oui, moi aussi. J'ai des frissons jusque-là. Ouais, moi je vais devoir regarder le replay. Tu peux lui envoyer, Catherine, le lien directement du site que tu as trouvé. Et comme vient de me dire Nicolas, c'est rigolo, ça se passait en Pologne, là, le massacre. Et Nicolas, il a des origines polonaises par sa grand-mère. C'est étrange. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cet instant-là, il est probable que tout cet instinct de protection que tu exprimes depuis tout à l'heure ait une racine profonde dans un massacre qui a été vécu ou commis dans ton arbre familial. Ok. Donc ça peut être super loin, hein, ça peut être 5-6 générations avant, tu n'as pas nécessairement l'info, mais en tout cas, tu as la vibration de cette info qui arrive jusqu'à toi. Ok. D'accord? C'est à ça que servent ces petits travaux personnels, c'est d'aller chercher des informations indirectes que vous n'allez pas avoir nécessairement dans le connu de votre histoire, mais ça veut dire que dans ta famille, il y a eu des grosses souffrances liées au massacre, soit parce qu'ils ont été massacrés, soit parce qu'ils ont massacré. Dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de différence. Ok? Ok, ben merci. Avec plaisir. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques par rapport à la vidéo de cette semaine ou au TP de cette semaine? Non, pas directement, mais pour moi, c'est très compliqué. J'ai fait mon arbre il y a 5 générations, mais j'ai des dates qui sont très... Enfin, j'ai des années, mais j'ai très peu de dates au mois et au jour. À l'époque, j'avais discuté avec ma grand-maman, mais j'ai pas enregistré. Purée, elle est plus là, ma grand-maman. Mes autres grands-parents, je les connais pas du tout. Et on a une famille où on ne parlait jamais de nos histoires familiales ou des histoires familiales. Et là, ma maman, qui pourrait avoir encore quelques informations, en fait, actuellement, ça fait quasiment un mois qu'elle est à l'hôpital, et donc c'est pas le moment. Elle n'a pas la force et autres d'aller chercher les choses. Et voilà, je vois des liens, des noms, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je vois certaines maladies qui se retrouvent, je ne sais pas exactement ce qui se passe et comment je peux en tirer des liens. Je vois un oncle qui est décédé le même jour dans l'année, à 10 ans d'intervalle exactement, que mon frère. Ils sont les deux, ben voilà, ils sont les deux décédés le 24 décembre, anniversaire de mon frère, qui s'est suicidé. Mon oncle, je ne pense pas qu'il soit suicidé, mais il est quand même mort le 24/12/73 et mon frère le 24/12/83. Mais je ne sais pas quoi en faire, en fait, tu vois. Parce que Parce qu'en fait, ces choses-là vont avoir un sens à partir du moment où tu vas mettre un motif enfin, d'analyse, ou j'appelle ça les motifs de consultation. C'est-à-dire que au début, ce qu'on fait, c'est du recueil de données, ce que tu es en train de faire là, et te dire, tiens, il y a ça, et ça reste dans un coin de ta tête. Et ensuite, à chaque fois que tu veux étudier sur ton arbre, c'est une de tes problématiques de vie que tu vas regarder au travers de l'arbre. Et là, ça va te faire sens ou pas, parce que ta problématique sera en lien avec cette histoire-là ou avec une autre. Tu comprends? Mais c'est vrai que si tu regardes juste les données, tu vas simplement te dire, tiens, il y a des dates, tiens, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça, mais comme ça, tu n'as pas de matière, tu n'as pas de fil rouge pour arriver à une conclusion. ouais. Alors, mon objectif, c'est d'aller voir en fait les liens entre mon lien et mon frère, qui sont Mhm. juste
là maintenant, dernièrement, absolument terminé, le dossier est clos. Et, et, euh, et en fait, ce qui se passe dans la famille. Ça, c'est ma ligne d'observation avec le positionnement que j'ai dans la famille, de comment je me sens pour prendre ma place, quelle place j'ai par rapport à ce frère ou pas, quelle est sa place Mhm. dans la fratrie qui fait qu'il ne m'accepte pas. Il y a un vrai rejet, quoi, mais je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il refuse d'entrer en matière. Donc ça, c'est mon fil rouge. Je comprends. Maintenant, je Et vois bien, en fait, si ce n'est que ma maman, qui est l'aînée, comme moi, a son premier frère, avec qui il y a eu des gros... ils ne sont pas entendus du tout non plus. Donc, aîné, premier frère, catastrophique, et moi, aîné, premier frère, catastrophique. Mais c'est les seules choses que je vois et je ne sais pas pourquoi. Et ma maman, elle ne sait pas dire ce qui se passait vraiment. parce qu'elle n'a peut-être pas l'info, ta maman. Mais par contre, là où l'info est intéressante, c'est quand il y a un suicide dans un arbre, c'est la vidéo là que je vous ai libérée pour cette semaine. Quand il y a un suicide, c'est quelque chose qui vient révéler une problématique lourde de l'arbre familial qui n'a pas été réglée. Donc, le suicide de ton frère révèle un gros dysfonctionnement, une grosse souffrance dans l'arbre. Et le fait qu'il y ait un oncle qui soit mort à la même période, il est probable que la souffrance de cet oncle soit déjà en lien avec la souffrance qu'exprime ton frère en se suicidant. Donc c'est pour ça qu'on va analyser le suicide de ton frère pour comprendre quelle était la souffrance qu'il était en train de mettre en lumière. Comment il se suicide, ton frère? Euh, alors, il voulait... Son premier geste, ça a été de mourir à la maison en se vidant de son sang. Donc voilà, il avait tout ce qu'il fallait pour avoir un seau qui récupère son sang. Ça n'a pas fonctionné. Donc il a été se pondre à un immense arbre magnifique dans un jardin magnifique. Et voilà. Donc Chez c'est comme ça. lui Non, ou ça pas s'est chez lui? été avec une vue extraordinaire sur le lac. Enfin bref, c'était Mais donc c'était plus chez lui, c'était un espace public. du tout. Par contre, il a vraiment choisi son lieu. Ok, alors on va prendre juste les éléments qui déjà nous donnent des infos. Il décide de se vider de son sang. Donc il est en train de nous parler d'un manque de cohésion dans les liens du sang. Ça veut dire qu'une de ses souffrances, c'est que le sang, que la famille manque de cohésion et de lien. Et ce qui est assez inhabituel, c'est qu'ils prennent le soin de le mettre dans un seau. Il aurait pu se tailler les veines et laisser le sang n'importe où. Non, il essaye de le rassembler. Donc ça renforce cette notion de je cherche à rassembler les liens, à rassembler les liens de sang, donc les membres de la famille. Et il a besoin de faire ça à la maison. Donc il est en train de nous dire que les membres de la famille qui ne sont pas unis sont vraiment les gens avec qui il a vécu. Donc lui, il avait déjà une famille, des enfants ou pas? Non. Il, il avait 23 ans quand il est décédé. Ok, donc il parle de sa famille d'origine. Ses parents, frères et sœurs, tu vois, son noyau. C'est-à-dire que sa souffrance à lui, c'est de sans doute ne pas se sentir intégré dans ce groupe. Plus la problématique de la pendaison qui, elle, nous parle d'une notion sexuelle qu'il va faire à l'extérieur. Donc, si on prend tous les éléments, je dirais que ce suicide-là est en train de révéler un enfant illégitime qui a créé une discorde au sein de la famille et un rejet au sein d'une famille. Enfant Ça ne veut pas illégitime. dire que lui est illégitime. Il révèle ça. Ouais. D'accord? Parce qu'il va vraiment se pendre à l'extérieur. Donc, c'est comme si quelque part, dans l'arbre, j'irais chercher quel est l'enfant qui n'est pas issu de la bonne union, mais qui vit dans ce groupe. Mais là, ça devient Quel est compliqué. l'intrus? L'info viendra, t'en fais pas. Si l'info que je te donne est juste, tu vas voir que tu vas commencer à avoir les éléments de réponse. Ouais, ok. Ok. Et en allant réveiller ça, il risque bien d'y avoir justement des informations qui viennent par rapport au deuxième frère de la génération de ma maman et de ma génération à moi, avec cette problématique Probablement. qui n'aime pas le premier, en fait. Parce qu'il Parce y que a tu une... comprends que ce que tu vis avec ton frère actuellement, c'est un problème de cohésion dans les liens du sang.
Donc, s'il y avait déjà ça sur la génération de ta maman, ça veut dire qu'il y avait déjà des grosses discordes au sein du foyer. Oui. Parce que quand il y a un frère et une sœur qui ne s'entendent pas, ça génère une ambiance, une mauvaise ambiance pour tout le monde, en fait. Donc, ça fait déjà au moins 2 générations où bah, ça se passe mal parce que ça manque de cohésion. Il faudra aller chercher pourquoi il y a ce manque de cohésion. Ouais. Ça viendra peut-être. Je sais Oui, pas. t'inquiète pas. Envoie-moi ton arbre et les annexes et on ira chercher. Merci. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'étude du cas de Marion, si elle est par là. Marion est par là. Donc, on peut commencer avec le cas? Ça vous dit? Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Où j'avais déjà mis un peu tout le monde. Tuc. Voilà. Donc, je vous rappelle que la demande de Marion pour travailler sur son arbre, c'était sa maladie de Lyme. Tu confirmes, Marion? Oui. Allez, super. Et donc, j'ai mis ici la date où tu t'es fait piquer, parce qu'on va l'utiliser pour l'analyse. Donc, si on regarde l'arbre de Marion ici, Marion, je l'ai mise ici, elle est la seconde d'une fratrie de 2, d'accord, née le 22 juin 88. Ses parents, qui sont chacun issus d'une fratrie de 2, et ensuite on a les grands-parents, etc. Une famille a priori assez facile à représenter. Et donc, ici, étant donné que c'est une demande par rapport à une maladie, on va utiliser le décodage biologique avec les infos que nous donne le décodage biologique. Donc, si je reprends tous les éléments que tu m'as donnés, la maladie de Lyme, elle est associée à un parasite. Donc, ça veut dire quoi? Un parasite, et là, on est dans la continuité du thème dont on discutait juste avant avec Catherine, ça vient nous parler d'un manque de cohésion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir qu'un parasite peut se loger quelque part, c'est en train de montrer un manque de cohésion au sein d'un groupe. D'accord? Donc, on a cette info, manque de cohésion. La piqûre va nous parler d'une perte de protection, d'une atteinte à l'intégrité, d'un sentiment d'être agressé. Tu t'es fait piquer au niveau du genou. Le genou va nous parler d'une problématique liée à la soumission, se sentir contraint, obligé, ne pas avoir le choix. Tu nous as dit que dans les symptômes que tu avais eus, il y avait de la fatigue, il y avait des migraines, des grosses migraines. Ça fait référence, c'est un élément symbolique père, d'accord, ou chef de clan, donc la tête de quelque chose, et que tu souffrais depuis bien longtemps d'anémie. Est-ce que tu sais à quoi est due ton anémie? Pas vraiment. Après, je sais que, et ça s'est accentué avec la maladie de Lyme, j'ai eu des règles hyper abondantes. Et avec la Ok. maladie de Lyme, dès que ça a commencé, c'était 10 fois pire en fait. Ok. Est-ce qu'il peut y avoir une problématique d'assimilation du fer? Je sais pas. Ok. Parce que j'imagine que tu as déjà fait des traitements de fer, non? Tu as déjà pris du fer? Oui, j'avais déjà eu même une perfusion, mais maintenant, à chaque fois que je prends un traitement de fer, je le supporte pas du tout. Et ça me fait très mal en bas du ventre, à droite, au niveau du psoas, je pense. Ok. Parce qu'assez souvent, dans les anémies, tu as un problème d'absorption du fer. Et donc, quand c'est un problème d'absorption du fer, ça veut dire que c'est au niveau intestinal qu'il y a une problématique, puisque c'est l'intestin qui est censé absorber. Et si on prend la thématique de l'intestin, ça va nous parler d'une situation illogique que je n'arrive pas à assimiler, que je n'arrive pas à intégrer, liée à un problème de sang, donc de lien du sang, comme on disait tout à l'heure aussi avec Catherine. Donc ça nous donne déjà un sacré tableau de ce qu'on est en train de rechercher en termes de problématiques. En gros, c'est quelque chose de la famille que je n'accepte absolument, qui n'a pas été digéré, avec une perte de protection, un manque de cohésion, de soutien, de protection au sens familial. Donc, une fois qu'on a tout ça en tête, on va aller rechercher les affinités.
Donc, les affinités avec toi, je les ai mises en rose. Donc, au niveau des parents, il n'y en a pas. Et au niveau des grands-parents, on retrouve tes 3 grands-parents, sauf ta grand-mère maternelle. Donc, on a le grand-père paternel, date de naissance et date de décès. Et côté maternel, côté paternel, pardon, on a le grand-père par sa date de naissance et la grand-mère par sa date de décès. La génération d'après, on a beaucoup d'affinités ici, beaucoup d'affinités ici, et là, tout le couple en affinité. Donc, si je regarde globalement, là où j'ai le plus d'affinités, c'est côté paternel. Et c'est le côté que j'ai envie d'aller voir en priorité à cause de l'information des migraines et donc de la place du père, de la protection relative au père. Donc, tu m'as dit ici que tes parents ont divorcé à peu près en 2002, donc tu aurais à peu près 14 ans, c'est ça? Oui. Est-ce que à partir du moment où tes parents se séparent, est-ce que ton père change d'attitude avec toi? Est-ce que, enfin, déjà avant, est-ce que c'est un papa protecteur, un papa présent? Non, pas du tout. Et Donc, après, ni avant, ni après. non, non, non. Ok. Donc, qui assurait ta protection? Je dirais plutôt ma mère, mais même pas vraiment. Enfin, je dirais plutôt presque ma sœur. Ok. Tu as combien d'écart avec ta sœur? Parce que je n'arrivais pas à lire le dernier 8 chiffre. ans. Elle a 8 ans de plus. Elle est née en 80. En 80. Ok. Donc, en effet, 8 ans de plus, ça commence à être suffisant pour que tu puisses ressentir sa protection ici. Tu me disais que tes parents s'entendaient vraiment pas bien du tout. C'est ma mère. Et, ok, donc ta mère n'aime pas ton père, mais ton père, lui, ton père aime ta mère. Oui, oui, oui. Enfin, on va dire qu'au divorce, il n'a pas vraiment compris pourquoi elle a divorcé. Et il voulait pas le divorce. Et elle, par contre, elle pouvait vraiment plus le voir. Même aujourd'hui, elle peut pas le voir du tout. Ok. Et est-ce que tu as compris pourquoi elle peut pas le voir? Pas vraiment. Enfin, je pense qu'il y a plein d'éléments. Après, je sais qu'elle aime pas les hommes, qu'elle a beaucoup du mal avec les hommes. Elle-même, elle le dit. Euh, D'accord? après, non, je sais pas. Enfin, il y a plein de raisons, mais oui, je sais pas dire. Ok. Elle s'entendait bien avec son père ou pas? Non, non, non. Ok. Ah oui, tu m'as dit que Gustave, il était violent et il était Hmm. maltraitant. Il était maltraitant avec les enfants ou avec sa femme ou avec tout le monde? Avec sa femme et enfin le frère de ma mère, il peut pas supporter non plus son père Gustave parce qu'il était, on va dire, méchant avec ses enfants en fait. Ok. Donc ici, on a un membre de la famille, du coup, qui génère un manque de cohésion. Enfin, du coup, s'il y a de la maltraitance, s'il y a de la violence, de la perte de protection. Ok. Et ton grand-père Yves ici, il est comment lui? Je l'ai pas connu. Après, j'ai toujours entendu dire que c'était un homme, on va dire, enfin on va dire un vrai homme entre guillemets. Euh, Après qu'il était un peu dur avec mon père parce que mon père n'était pas forcément hyper masculin et tout. Mais voilà. Ok. Donc le fait qu'il soit pas hyper masculin, c'est probablement ce qui a plu à ta maman, Oui, je pense oui. d'accord? Parce que du coup, pour elle, ça voulait dire s'il n'est pas trop masculin, il sera probablement moins ou pas maltraitant. Mm, mm. Mais donc, du coup, ça génère un manque de reconnaissance ici entre les deux. Pourquoi je suis allée voir du côté de la famille paternelle en priorité? C'est parce qu'en fait, j'ai pris ta date de piqûre que tu m'avais renseignée ici, le 17-2010, et j'étais regarder les gens qui étaient en affinité avec cette date-là. Parce qu'on peut aussi utiliser des dates qui sont autres que des dates de naissance. Et quand on prend cette date de piqûre, il y a une affinité avec ton père, il y a une affinité avec Yves et il y a une affinité avec sa femme André. D'accord? Donc, ici, c'est cette partie de l'arbre qui va m'intéresser particulièrement avec toutes les thématiques que je t'ai dit. En plus, les informations qu'on a ici, que tu m'avais données, c'est que ce couple-là, Louis et Virginie, meurent au cours d'un bombardement, donc ils meurent tous les deux, et c'est Yves qui va aller déterrer les corps. Donc, Yves, à ce moment-là, il a 22 ans. Donc, en termes de perte de protection,
c'est un choc qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il se retrouve sans ses parents, avec les bombardements, ça veut dire une attaque qui provient de l'extérieur, donc on est dans une perte de protection. Et, donc forcément, lui, il va développer la qualité virile, entre guillemets, ou en tout cas la qualité violente de chercher à être protecteur. Puisqu'en fait, ce qu'ils vivent ici, c'est une mort ultra violente. Donc, tu m'as dit également que Alain va vivre avec André après le divorce. Oui. Yves, il était déjà décédé, j'imagine. Oui. Ok. Donc, on a ici une relation incestuelle entre la mère et le fils, parce que s'il va vivre chez elle momentanément, le temps de rebondir, de faire sa vie, c'est une chose. S'il reste toute sa vie avec sa mère, c'est en train de nous montrer qu'ici, on a une relation d'une mère castratrice avec un homme qui ne s'est jamais totalement émancipé. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Alain ne s'est pas identifié à son père et donc n'est pas devenu un homme viril comme son père. Et une des explications possibles, c'est parce que André ne le permet pas. Donc, en fait, Audrey, si tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît. Merci. Donc ici, tu m'as dit que André préférait Philippe à Alain. Donc Alain, il vit le rejet. Il va aller vivre avec les grands-parents pendant un certain temps. Et après ça, il va aller en famille, enfin dans différents foyers. Donc lui, ici, il vit le rejet encore et encore. Est-ce que tu sais si il y a pu avoir de la maltraitance à un moment donné dans un des foyers? Je pense, enfin, c'était ressorti en constellation, qu'il y aurait eu de la maltraitance et abus, potentiellement. D'accord. Ouais. Et enfin, comme mon père en parle, le peu qu'il en a parlé, ils sont très très mal, ils tremblent et tout. Donc voilà, ça avait pas l'air super. Ok. Donc, s'il y a eu abus, ça peut être une des raisons pour lesquelles il n'a pas développé son côté masculin. Mm. Parce que la masculinité, en particulier la force et la puissance masculine et sexuelle de l'homme, égale souffrance. Donc lui, s'il en a souffert, il va forcément rejeter cet aspect-là. Ça, c'est une des possibilités. Et donc, du coup, si lui a été rejeté régulièrement, la question, c'est pourquoi il s'est senti rejeté, pourquoi il a été rejeté. Ce n'est pas une question de ressenti, c'est une question réelle. Donc, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé comme ça ailleurs que dans le foyer? Bah, le prétexte, c'est parce qu'ils travaillaient énormément tous les deux. Ils avaient un commerce, un café, restaurant, hôtel. Euh, Après, je sais que par contre, ils ont gardé Philippe. Philippe, ils l'ont jamais envoyé ailleurs. Donc, et je crois qu'ils ont 3-4 ans d'écart. Donc, je sais pas. Ok. Ok. Euh, Et après, enfin, je sais que est-ce mon père, que il le trouvait pas normal, entre guillemets. Ses parents le trouvaient pas normal, on va dire. pas normal, comment ça? Euh, ils l'ont envoyé chez plein de psychiatres, il prenait des traitements très très lourds pour l'épilepsie et tout, alors qu'il n'était pas épileptique. Ils l'ont même envoyé chez des psychiatres connus à Paris et tout, parce qu'ils le trouvaient, bah, je sais pas comment dire, pas normal. Enfin, Ok. Alors, je regarde juste ici, parce que si on regarde l'affinité de ton père ici, par sa date de naissance, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il est en affinité avec Virginie sur sa date de naissance. Et là, 4, 5, 6, et c'est tout. Parce que, en fait, il peut être lui, s'il faisait de l'épilepsie et qu'après il a vécu des agressions, etc., de la maltraitance, ça va amplifier son épilepsie. mais S'il l'avait, je suis pas sûre qu'il avait des crises d'épilepsie, hein. Je sais, enfin, ma mère était infirmière, elle m'avait dit quel traitement il prenait et c'était pour ça, mais c'était pas forcément parce qu'il avait des crises ou quoi que ce soit, hein. C'était pour le calmer, entre guillemets, mais pour qui, pourquoi? d'accord. Mais bon, en tout cas, il y a un cadre
de déséquilibre psychique, probablement à cause de l'histoire qu'il a vécue, parce que, si tu veux, cette perte de protection au foyer, le fait qu'il soit revenu vivre avec sa mère une fois qu'il a divorcé, ça montre à quel point il a souffert de la perte de contact de sa mère, qui Mm. malgré tout le rejetait. Donc en fait, il préfère être au contact de sa mère qui le rejette et qui ne lui donne pas nécessairement l'amour dont il aurait eu besoin, plutôt que d'en être loin. Donc il passe sa vie à chercher la reconnaissance de sa mère et à chercher ce lien à la mère. Tu confirmes? Ah oui, oui, et enfin, puis elle le traitait pas très bien, quoi. Enfin, elle le respectait pas vraiment et il était tout le temps, enfin, jusqu'au bout, il est resté là pour elle, en fait. Et est-ce que toi, il y a eu des moments où tu aurais eu besoin de ton père et il n'était pas dispo parce qu'il est avec la grand-mère? Euh, enfin, j'ai jamais cherché à avoir besoin de mon père, en fait. J'ai toujours cherché à me débrouiller par moi-même. Euh, et surtout à partir du moment du divorce, enfin voilà, j'ai vraiment cherché jamais l'aide de mon père, en fait. Ok. Donc en fait, lui n'existe pas vraiment dans ta conception du foyer quand tu es enfant déjà. Il n'est pas là, Euh, il n'est pas fiable. Bah même, j'arrive même pas à me souvenir que mon père était là quand j'étais toute petite, en fait. J'ai même pas de souvenir de lui. Ok. Alors Donc qu'il ça veut était là dire que physiquement. probablement il se sentait aussi rejeté dans ce foyer avec ta mère et ta sœur et Mm, toi. mm. Donc ce qui a comme conséquence pour toi qu'il y a une perte de protection ici. Ta maman avec toi, c'était comment la relation? Enfin, elle était dure. Je sais que j'avais peur de ma mère et ma sœur aussi avait peur de ma mère. Et ça a duré pendant longtemps, en fait. Enfin, apparemment, Peur de quoi? elle avait des crises de colère, elle s'énervait sur nous, en fait. Et, voilà. Mais oui, enfin, du coup, c'était soit elle était sympa, soit elle s'énervait très fortement. C'était l'un ou l'autre. Ok, donc elle n'est pas constante non plus. Non. Et est-ce que dans tes choix, dans tes prises de décision, il y a eu des moments où tu as pu te sentir contrainte par tes parents sur des choses importantes de ta vie? Dans le choix de ma profession. Ma Ok, mère voulait vraiment que je fasse coiffeuse et à partir du moment où j'avais voulu arrêter, enfin, elle m'avait dit, bah, si t'arrêtes, et j'avais pas 18 ans, bah, je te mets à la rue, je te garde pas, enfin, parce que je voulais reprendre des études. Donc je suis restée là-dessus et mon père s'en occupait pas vraiment. Mais je sais que je sais pas pourquoi ma mère voulait vraiment que j'aille faire ce métier-là. ok. D'accord. Et donc, là, actuellement, tu nous as dit que tu étais en reconversion, mais tu es en reconversion Depuis que je suis tombée enfin, malade. depuis que tu es tombée malade, mais avant, tu étais coiffeuse. Oui, Jusque-là, tu as été coiffeuse. ouais. Parfait. Euh, les coiffeurs, ça s'occupe de la tête. D'accord? On a dit que la tête, c'était un élément symbolique pair. Et le cheveu, ça peut représenter, généralement chez la femme, ça représente un élément de séduction. Chez l'homme, ça va représenter un élément de puissance. Donc en gros, c'est comme si, au travers de ta profession induite par ta maman, il y a un désir inconscient que tu puisses dominer la force masculine. Normal, puisqu'elle en avait peur. Et le fait que tu te fasses piquer au niveau des genoux, ça peut montrer cette perte de protection dans le choix de ta direction professionnelle. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le choix. Si tu arrêtais coiffure, tu étais mise à la porte. Sans option B, puisque papa, tu ne comptes pas dessus. Donc du coup, là, on commence à voir les éléments qui se mettent ensemble parce que c'est vraiment en train de nous parler d'un gros manque de cohésion familiale dans lequel, en fait, tu essayes de survivre comme tu peux, soit en faisant ce qu'on attend de toi, et le moment où tu te fais piquer, ça va rentrer dans une phase de réparation. Et tu m'as dit que c'est arrivé pas très longtemps après que tu te sois mis en couple avec Vanessa. Est-ce que quand tu te mets en couple avec elle, tu as la sensation d'enfin trouver un foyer, d'enfin trouver une sécurité dans ta vie affective? Oui, oui, oui. Et puis en plus, c'est une personne qui est très protectrice pour le coup. Ok. Vous avez habité ensemble à partir de quand? Parce que je crois que ça, 15 décembre, c'est la date du début de votre histoire, c'est Oui, ça? bah en fait, assez rapidement, parce qu'il y a le confinement qui est arrivé.
Et donc, c'était soit on Ok. passe pas le confinement ensemble, soit on le passe ensemble. Et du coup, on l'a passé ensemble. Le confinement, ça a commencé Mars, je crois. mars. Donc, en mars, en fait, je suis venue vivre chez elle. Donc, on a passé, je sais plus, c'était 1 mois, 2 mois ensemble. Et après, je suis rentrée chez moi. Ok. Et pas longtemps après, c'est là où j'ai eu une piqûre de tique. Et je pouvais plus du tout rester chez moi parce que je pouvais plus bouger ni rien. Donc là, à partir de là, je suis venue vivre chez Vanessa, en fait. Quand tu dis chez toi, tu vivais toute seule ou c'était chez ta mère? Je vivais toute seule. Ok, d'accord. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu te mettes en couple est venu activer une certaine angoisse du couple que toi, tu as dépassée parce qu'il n'y avait pas de maltraitance dans le couple. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas Mm. d'insécurité. Donc, Bah, on sait que là, il y a un couple qui vit de la maltraitance. Ici, il y a de la violence psychique, en tout cas, parce que si ta mère est ton père, ça veut dire que il y a pas, il y a un manque d'harmonie, il y a forcément des moments où c'est pas jojo. Et donc, du coup, tu as déjà ces deux modèles-là qui font que ton schéma du couple, il y a tous les warnings qui s'allument. En te mettant en couple avec une femme, tu changes le schéma et en fait, tu décompenses. Tu décompenses de la perte de protection et de la soumission. Parce que si le schéma ici, sur cette génération-là, c'est la femme se soumet à l'homme, en te mettant en couple avec une femme, eh ben, en fait, il n'y a pas besoin de se soumettre. Ok. La fausse couche ici, c'est toi ou c'est Vanessa qui portait le bébé? Vanessa. Ok. Ça a été un don de sperme? Comment ça a été? Oui, oui, oui. Quelqu'un de connu ou pas? Un peu. C'est-à-dire, c'était un Euh, ami à vous? Bah, c'est quelqu'un qu'on connaît via des amis, mais enfin voilà, parce qu'on voulait quelqu'un qu'on connaisse un petit peu, mais avec qui il n'y avait pas de lien en fait. Ok. Avec qui quoi? Avec qui il n'y avait pas de lien. Merci. Tu comprends pourquoi je rebondis, hein. C'est-à-dire qu'on veut de nouveau, enfin, on veut. Non, on est dans cette difficulté du lien parce qu'en fait, dans ton histoire familiale, la souffrance, elle vient du fait qu'il n'est pas de lien. Et donc, en fait, ceux avec qui j'étais censée avoir du lien, j'ai pas pu l'avoir. Donc, pour éviter de souffrir ça, je vais d'emblée couper le lien avec l'élément masculin du groupe. La fausse couche, elle a été précoce ou tardive? Précoce. Ok. Et vous avez envisagé de refaire une tentative ou pas? Oui, mais pour le moment, ça va pas fonctionné. D'accord. Ok. J'ai envie de dire que c'est pas évident que dans un couple homosexuel, une procréation fonctionne bien s'il n'y a pas eu un gros travail de fait chez chez les deux membres en fait du couple. Pourquoi? Parce qu'une relation homosexuelle, biologiquement, elle répond justement à une difficulté dans la procréation. Donc là, dans ton cas, on comprend qu'il y a l'homme qui n'est pas valorisé, qui est exclu, mais assez fréquemment, on retrouve une peur de l'homme. Et donc, une peur de l'homme et ou une peur relative à la grossesse, à devenir mère, etc. Donc, quand tu te mets en couple avec une femme, pour ton cerveau, c'est la solution parfaite. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y aura pas de grossesse au sein d'un couple entre femmes. Quand tu provoques une grossesse, en fait, ça va activer, généralement chez les deux, mais encore plus chez celle qui va porter l'enfant, ça va activer toutes ces peurs-là. Et si elles n'ont pas été travaillées, assez souvent, en fait, ça peut aboutir sur des fausses couches. Donc, l'élément clé pour qu'ici, ça puisse aboutir, c'est vraiment de faire un gros travail sur, en gros, pourquoi Vanessa devient homosexuelle. Oui, bah après la fausse couche, ça a réveillé une grosse colère contre sa mère, qui est très spéciale. Et directement, ça a été sur elle, en fait. Donc, bah, elle a beaucoup travaillé après par rapport à tout ça sur elle-même. Et pourquoi c'est elle qui porte l'enfant et pas toi? Bah, c'est avec la maladie de Lyme, en fait. J'ai pas envie de transmettre bactéries ou quoi que ce soit, en fait. Ok.
Donc ça, c'est la phrase qui nous manquait pour comprendre ici. C'est-à-dire que le fait que tu ne veuilles pas transmettre, ça nous montre en fait ici un reniement. C'est-à-dire que c'est un désir de rompre totalement avec ton clan d'origine, sur l'aspect féminin aussi. Parce qu'au final, c'est un enfant avec lequel tu ne partages pas de matériel génétique. Donc tu ne transmets pas ce qui provient de ta famille, c'est-à-dire la génétique. Et toi, tu pourras lui transmettre l'affect et l'émotionnel. Donc en gros, c'est l'aboutissement du manque de cohésion. On a un arbre avec des branches qui ne sont pas très sûres d'elles, et toi, tu arrives et tu mets un grand coup de hache en disant, bah, moi, maintenant, je coupe avec tout ça. OK? Maintenant, comment est-ce que tu te sens avec ça? Comment est-ce que tu te sens avec la relation avec ton père et la relation avec ta mère? Bah, ça a été compliqué. Enfin, souvent, là, du coup, en étant malade, j'ai pris beaucoup de distance avec ma mère. Parce qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas acceptables, on va dire. Et avec mon père, c'est compliqué aussi. Mais je me suis toujours sentie bah, un peu, je sais pas comment dire. Enfin, il s'occupait vraiment pas de moi. Même quand je suis tombée malade, en fait, très malade, bah, ils sont pas occupés du tout, en fait. Et euh, et il y avait, enfin, je pense qu'il y a un manque par rapport à ça. Oui. Est-ce que tu leur en veux? Ma mère, oui. Mon père, je dirais que c'est totalement inconscient. Après, je travaille dessus actuellement, mais je me rends compte qu'il y a des choses qui ressortent. Mais ma mère, je sais que, enfin, il y a une, peut-être, enfin, plus maintenant, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, une colère, je dirais, du comportement qu'elle a OK. pu avoir. Mais, et d'ailleurs, enfin, quand j'ai commencé à travailler sur moi, c'est parce que je faisais des rêves où j'étais remplie de tics, et c'était ma mère qui s'énervait sur moi, en fait, à la base. C'est là où j'ai commencé à travailler sur moi, me dire qu'il y avait peut-être un lien. OK. Parce qu'en fait, ici, il y a une projection. C'est-à-dire qu'en fait, ta mère, elle a souffert de maltraitance dans son foyer. Elle l'a probablement jamais travaillé. Et donc, du coup, elle l'a projeté sur vous. Enfin, sur toi, en tout cas. Oui, ouais. Tu comprends? Donc, Oui, en fait, c'est comme s'il y a vraiment la souffrance du foyer, ici, Gustave Odette, peut-être au-dessus, je ne sais pas, on n'est pas allé voir, mais déjà ce foyer-là, qui génère une carence émotionnelle et affective chez ta mère, qui fait qu'elle, en fait, elle ne sait pas transmettre du soin. Mm. Mais Ce qu'on enfin, attend d'une maman. dans une thérapie enfant gigogne, j'avais senti qu'à ma naissance, ma mère voulait énormément d'amour de ma part, mais à un point où bah, je pouvais pas lui donner, c'était tellement que je pouvais pas en fait. Et à partir du moment où j'ai senti que je me mets en relation avec Vanessa, ça la rend folle. Et là, je sentais qu'elle m'arrachait un rein tellement ça la rendait folle en fait de voir que j'étais dans une relation où j'étais bien en fait, où il y avait de l'amour, ou tout ça, quoi. Et est-ce que tu comprends qui est-ce que tu es en train de substituer quand ta mère attend de toi de l'amour, démesurément? Bah, j'irais de mon grand-père. Bon, oui, regarde, tu as l'affinité. Tu as une double affinité avec ton grand-père. Ça Mm. veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système familial, tu deviens le prolongement de ton grand-père et donc ta mère attend de toi plus que de ta sœur que tu lui restitues l'amour qu'elle n'a pas reçu enfant de la part de son père. Chose que tu ne pourras jamais faire, tu n'es pas son père. Mm, mm. Mais elle est restée bloquée dans cette carence infantile et elle projette sur toi tout son manque et sa souffrance et sa frustration. Et donc, c'est important de comprendre ça pour que toi, tu puisses te défaire de ce nœud-là. Dans le sens où c'est, OK, maman, je comprends que tu as des carences, mais je ne suis pas la personne qui est capable de te transmettre ça, de Ouais. réparer ça. Mais ça, Et ouais, donc, ça, c'est... enfin, c'est pas facile à. J'ai du mal à. Je sais pas comment faire pour que ça se mette en place, enfin, même au niveau de l'énergie et tout. Bah, tu verras avec la vidéo de cette semaine, parce que cette semaine, celle que je vous ai... Ah non, c'est celle de la semaine prochaine, c'est celle que j'ai enregistrée, mais c'est la vidéo 5, où on parle des règles hiérarchiques de la famille. Tu écouteras attentivement parce que c'est là-dedans que tu vas avoir la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a une grosse désorganisation dans votre arbre où les parents n'assument pas leurs responsabilités vis-à-vis des enfants. Du coup, ça génère des carences. Et donc,
personne n'est à sa juste place. Et donc, tout ton travail à toi, ça va être de remettre les gens à leur place en acceptant qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et d'essayer de faire la paix avec ça. Je ne dis pas pardonner. Je dis simplement faire la paix dans le sens de reconnaître que c'est ta mère, que ton grand-père, c'est ton grand-père, etc. Et que toi, tu te positionnes en tant qu'enfant. Parce que là, en remettant cet ordre-là familial, ça va te permettre, toi, de pouvoir continuer dans ton histoire avec la sensation d'une certaine cohésion familiale. Parce que tu auras remis de l'ordre. Parce que ce qui te manque ici, c'est vraiment cette cohésion. Mm. D'accord? Et ça explique aussi pourquoi tu rejettes le masculin, parce qu'en fait, on attend de toi que tu substitues le masculin. Donc, en termes identitaires, c'est insupportable. Ça veut dire ne pas te reconnaître pour ce que tu es et vouloir que tu sois quelqu'un d'autre. Bah, Donc, ça... Comment? oui, oui, non, mais ça ressort beaucoup. Enfin, ne pas être, enfin, ne pas pouvoir être qui on est en fait. Mais pour ma sœur aussi. Et tu comprends qu'en même temps, ton homosexualité est une loyauté envers ta mère. Oui, ça, j'avais Parce fait le lien. Oui, aussi. Tu enfin, vois, c'est un des éléments. mais ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que ma sœur l'est aussi, en fait. Oui, mais ta sœur, elle est en affinité avec ta mère. Ouais, bah oui. D'accord? Donc toi, tu le récupères par loyauté, mais ta sœur, elle est en affinité directe. Et donc, il y a aussi un gros travail de faire la paix avec le masculin. Et je vais te dire, c'est d'autant plus important pour que vous puissiez avoir un enfant. Parce qu'en fait, pour que vous puissiez avoir un enfant avec Vanessa, euh, il est nécessaire que vous soyez en paix avec le masculin. Parce que sinon, vous ne pouvez pas l'accueillir, le masculin. Que ce soit toi ou elle qui porte l'enfant. Parce que malgré tout, il faut un élément masculin pour que puisse arriver cet enfant. Donc, tu ne peux pas avoir un enfant si tu es dans le rejet de la moitié de l'enfant, en fait. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a répondu à la question? Marion. Ah oui, oui, oui. J'avais juste une question, juste au niveau d'un arrière-arrière-grand-père, parce qu'il y a quand même beaucoup de dates qui sont en lien. Il est né en 2001 comme ma mère. Euh, il est décédé en 13-5 comme Vanessa, et 1890 et elle est en 1990. C'est lequel, dis-moi? C'est François Aubry, c'est du côté, c'est le père de Marie Aubry qui était la mère de Gustave Lefebvre. Ici? Le 21, juste à côté. Marie du 21-4. Ah, ok. Les parents de Marie, ici? Oui, François Aubry, il est né le 20-01 comme ma mère et il est décédé le 13-5, euh, la date de naissance de Vanessa. Et sa femme, elle est née le 17 et là, c'est la piqûre de tic. Ok. Et la mère de sa femme, elle est née le 15-12 et c'est là où en fait je me suis mise en couple avec Vanessa. Donc je trouvais que ça faisait quand même beaucoup de dates en lien en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est le couple, probablement le couple d'origine. C'est-à-dire qu'en gros, attends, 17, 21. Tu sais la date de décès de sa femme ici? Non, non, non. Ok, parce que ça, c'est la date de réparation. Euh, tu connais l'histoire de ce couple ou pas du tout? Pas du Tu as des tout. Mais infos sur eux? non, bah, je sais juste par contre que leur fille, Marie Aubry, sa mort, elle est bizarre entre guillemets. Et Oui, et c'est elle qui laisse son fils qui a 3 ans. oui, et que mon grand-père lui en veut énormément en fait. Qui, Gustave, là? Oui, Gustave en veut à qui? À Marie? oui, un mari. Et enfin, il avait une très mauvaise image d'elle. Il y a beaucoup d'enfants ici. Marie, elle a beaucoup de frères et sœurs. Je sais pas. Je crois pas, hein. Non, non, je crois pas, hein.
il est possible, étant donné que l'affinité, elle est surtout avec Vanessa, qu'en fait, vous soyez en train de réparer la difficulté de ce couple-là. D'accord. Et si Gustave avait une piètre opinion de sa femme, ça veut dire que Marie a été élevée avec une piètre opinion d'elle-même. Et donc ici, on pourrait être dans une génération, en fait, où on ne respecte pas la femme. Hmm. Et donc, du coup, résolution 4 générations plus tard, eh ben, en fait, on vire l'homme et on vit entre femmes. D'accord. C'est une hypothèse qui me paraît Hmm. assez cohérente. Mais il faudrait plus d'éléments pour confirmer. Oui. D'accord. D'accord? Voilà. Merci. Je t'en prie. Merci à toi d'avoir proposé ton arbre à tout le monde. Est-ce que du coup, vous avez des questions? Est-ce que ça a résonné chez certains d'entre vous, ce qu'on a vu là? Les histoires de cohésion, Catherine, chez toi, ça a résonné ou pas? Mets ton micro, s'il te plaît. Ouais. Oui, il y a des choses qui se trament et qui font même des liens avec d'autres parties de mon arbre, en fait. C'est hyper intéressant. Ouais, ouais. Vous voyez, ça fait exactement comme la semaine dernière. Catherine a posé les dernières questions et pouf, ça a été dans la continuité de l'histoire de Marion. Et la semaine dernière, ça avait fait pareil avec l'histoire de Marine. D'accord? Pour vous montrer comment les choses s'en mêlent entre vous, en fait. Des réactions? Vous voulez partager quelque chose? Moi, je me disais, tiens, le thème de la soirée, c'est... Ah, pardon, désolée. J'arrive, voilà, désolée. Le thème de la soirée, c'est l'identité masculin-féminin, en fait. Ouais. En gros. Oui, 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 c'est ça, tu as ouvert le bal. Tu as ouvert le bal. Et, au final, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parce qu'il y a eu des gros déséquilibres historiquement entre ce masculin et ce féminin, où pendant longtemps, c'était le féminin qui était maltraité. On rentre dans une phase où c'est plutôt le masculin qui est maltraité, avec l'espoir que la prochaine étape, ce soit un masculin et un féminin équilibré. Mais il y a clairement ce mouvement qui existe. D'accord, où les femmes, pendant des générations, subissaient leurs hommes, où maintenant on a des femmes qui sont ultra indépendantes, parfois castratrices et qui cherchent à dominer l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme, par principe de survie et par principe de survie de l'espèce, donc par souci de reproduction, accepte pendant un temps, en général, pas indéfiniment, mais peut accepter un temps, de se faire malmener par sa femme pour se reproduire, comme les montres religieuses, où l'homme accepte de mourir pour se reproduire, parce que ça, c'est l'instinct de survie au niveau de l'espèce. D'accord? L'instinct de survie masculin est de transmettre, chez la femme aussi, mais l'homme, s'il meurt en se reproduisant, ça ne remet pas autant en cause la survie de l'enfant que si la mère meurt. C'est pour ça qu'il peut accepter inconsciemment de se sacrifier un certain temps dans le couple. Et vous verrez que c'est des hommes qui, généralement, endurent, et ils vont se séparer ou quitter le foyer avant les 15 ans de l'enfant. S'il tient jusqu'à 15 ans, c'est déjà pas mal. Mais ça va vraiment représenter la phase où il endure et après, il part vivre son masculin ailleurs. Donc l'objectif, c'est d'arriver à rééquilibrer, refaire la paix entre le masculin et le féminin, qui, à la base, sont faits pour être complémentaires, sont conçus pour être complémentaires. Ok. Ça va? Tout le monde est crevé ou tout le monde est parti en planante avec l'arbre de ce soir? En fait, à chaque fois, ça fait réfléchir quand même si chaque situation est différente, à chaque fois, on a l'impression de recevoir des choses. Et, C'est le but. et en fait, même si tu es très différent enfin, de Marion, mais moi, j'ai des choses qui me sont apparues là. Donc, c'est vrai que, waouh.
Alors, est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça fait En beau. fait, c'est le gros avantage de faire comme ça beaucoup de cas pratiques, c'est qu'en fait, vous allez recevoir plein d'échos que vous ne seriez pas forcément allé voir de vous-même. Parce qu'en fait, c'est un effet miroir sur l'autre arbre. Donc, ce n'est pas exactement la même histoire, mais c'est des éléments d'histoire qui vont se mettre en miroir. Ok. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions pour soi, on en reste là. Donc là, on rentre dans la pause des fêtes. On se retrouve le 9 janvier. D'accord? Et donc, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et le premier Nouvel An, on se verra. Mais en tout cas, un joyeux Noël. Profitez pour glaner des infos si vous avez l'opportunité. Et n'hésitez pas à mettre de l'intention, des intentions un peu différentes dans les cadeaux que vous allez faire cette année aux membres de la famille. Tout ce que vous avez identifié dans vos arbres, les bisbilles, les discordes, etc., quand vous allez offrir votre cadeau de Noël, mettez-y l'intention de venir réparer au niveau de l'arbre généalogique, de venir réparer toutes ces résonances. Parce que le cadeau, c'est un très bel acte symbolique de réparation. Au lieu que ce soit que du consumérisme, qu'on puisse y mettre une dimension autre derrière. Ok? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne fête. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.